Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison de Politicon. C'est la rentrée, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'un classique de la pensée libérale et utilitariste, de la liberté de John Stuart Mill. John Stuart Mill. On a vu dans l'épisode de Politicon consacré à l'utilitarisme que c'est un penseur que l'on rattache souvent à ce courant. Il est le fils de James Mill, un grand ami de Jeremy Bentham, que l'on considère comme le fondateur de l'utilitarisme. James Mill entreprit d'éduquer son fils d'une manière, on va dire, utilitariste, en maximisant en le minimum de temps possible le maximum de connaissances. Il voulait en faire un grand génie intellectuel. Mill apprend l'alphabet grec à 3 ans, des listes de mots grecs et latins à peu près au même âge, a lu tout Hérodote à 8 ans, et j'en passe. Après une bonne grosse dépression nerveuse à l'âge de 20 ans, il se dit qu'il serait peut-être temps de repenser un peu l'utilitarisme, qui du coup aurait fondé son éducation, sur de nouvelles bases. Il rencontre Harriet Taylor, sa future femme, qui va exercer sur lui une grande influence intellectuelle. C'est à Harriet Taylor, qui décède en 1858, qu'est dédié à travers une superbe et magnifique dédicace le livre que l'on va voir aujourd'hui, à savoir donc De la liberté, qui paraît en 1859. Le chapitre 1, qui sert aussi d'introduction, précise le sens du mot liberté qui sera utilisé tout au long de l'ouvrage. Ce n'est pas le libre arbitre. Il ne s'agit pas de savoir si l'être humain est véritablement libre de manière métaphysique, mais la liberté qui est étudiée dans le livre De la liberté, de Mill, c'est la liberté civile et sociale. Le problème auquel le livre veut répondre, c'est celui de savoir quelles sont les limites qu'une société peut exercer de manière légitime sur un individu. En partant d'une rapide conceptualisation de la démocratie représentative, qui anticipe celle qui sera entreprise en 1861 dans les considérations sur le gouvernement représentatif, Mill montre que la volonté du peuple n'est en fait que la volonté de la majorité. Dès lors, il est possible que s'établisse une tyrannie de la majorité, qui peut prendre deux formes. La première, c'est la tyrannie du magistrat, qui impose des idées par la loi et les sanctions pénales. La deuxième, c'est la tyrannie de l'opinion, qui tend à imposer des règles de conduite à tous. Reste à savoir où il faut placer la limite entre l'indépendance de l'individu et le contrôle social. Et quel est le critère à adopter pour placer cette limite? Le problème posé par Mill est celui-ci, et c'est celui un peu classique de la philosophie politique moderne, celui de la conciliation entre l'intérêt individuel et l'intérêt général. Dans la pensée utilitariste de Mill, celle propre à Mill, que l'on a pu voir dans l'épisode de Politicon consacré à l'utilitarisme classique, ce problème se traduit par la recherche d'une conciliation entre la maximisation de l'utilité, qui est ici définie par Mill comme ce qui se fonde sur les intérêts permanents de l'homme comme maître de progrès, et l'autonomie de chaque individu. Historiquement, c'est la coutume du plus grand nombre qui a été comprise comme critère permettant de savoir comment penser la contrainte sur les opinions minoritaires. La coutume est ainsi efficace en ce que personne ne vient la remettre en question. Elle vient renforcer le conformisme envers la morale, et qui est toujours, dit Mill, la morale de la classe dominante. La minorité doit donc malheureusement, dans cette perspective, se conformer à la majorité. Mill précise que, historiquement, c'est seulement sur le terrain de la religion que les droits de l'individu ont été revendiqués. C'est ainsi que la liberté de conscience de chacun a été conceptualisée et défendue, mais l'intolérance, si naturelle, dit Mill, à l'espèce humaine, a bien souvent pris le dessus. Il faut donc trouver un principe pour déterminer si l'intervention de l'État ou de la société envers l'un de ses membres est juste et légitime. Et Mill écrit à ce propos que l'objet de cet essai est de poser un principe très simple, fondé à régler absolument les rapports de la société et de l'individu dans tout ce qui est contrainte ou contrôle. Que les moyens utilisés soient la force physique, par le biais de sanctions pénales, ou la contrainte morale exercée par l'opinion publique. Ce principe veut que les hommes ne soient autorisés, individuellement ou collectivement, à entraver la liberté d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. La seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre l'un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Quelques lignes plus loin, Mill ajoute que le seul aspect de la conduite d'un individu
qui soit du ressort de la société et celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance est de droit absolu. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est souverain. Ainsi, ce que veut dire Mill, c'est que si nous ne nuisons à personne, la liberté humaine, civile et sociale, comprend la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, de sentiment, la liberté d'expression, d'agir, de s'associer, de prendre des risques pour soi-même, de désirer, etc. Mill précise que nous pouvons aussi nuire aux autres par notre inaction, par exemple par la non-assistance à personne en danger. Je laisse Mill conclure sur cette idée. La seule liberté digne de ce nom est de travailler à notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du leur ou à entraver leur effort pour l'obtenir. Chacun est le gardien naturel de sa propre santé, aussi bien physique que mentale et spirituelle. L'humanité gagnera davantage à laisser chaque homme vivre comme bon lui semble qu'à le contraindre à vivre comme bon semble aux autres. En gros, pour Mill, on doit pouvoir faire ce que l'on veut tant que l'on ne fait pas du mal aux autres. Et même si les autres trouvent que ce que l'on fait est irrationnel, insensé, etc. Mill remarque que si ce qu'il écrit ne paraît pas vraiment neuf, cette doctrine de la liberté est toujours contraire à l'opinion dominante. Comment Mill argumente-t-il précisément pour appuyer son principe de liberté, aussi appelé ultérieurement Arm Principle par le philosophe Joël Feinberg et principe de non-nuisance par les philosophes français Bertrand Guilharme et Ruhen Augien. Le chapitre 2 va explorer le sujet en s'interrogeant sur la liberté de pensée et de discussion. Mill résume d'emblée comment il considère la liberté d'opinion et d'expression. Si tous les hommes, moins un, partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne, pas plus que celle-ci d'imposer silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. Mill avance plusieurs arguments pour défendre cette thèse. Premier argument, imposer le silence à une opinion que l'on ne tolère pas, c'est peut-être passer à côté d'une opinion vraie. Deuxième argument, même si cette opinion est fausse, elle permet à une opinion vraie d'être perçue plus clairement, d'être affinée par la discussion, de ne pas devenir un dogme qui s'encroute et se pétrifie, et qui empêche en conséquence de se forger, comme l'écrit Mill, en une conviction authentique et sincère, fondée sur la raison et l'expérience personnelle. La libre discussion permet donc de vitaliser les opinions afin qu'émerge entre les différents échanges une opinion toujours plus vraie. Mill dit ainsi qu'il faut toujours aller chercher de quoi contredire ce qu'on tient pour vrai et ne jamais se croire infaillible. Il écrit « Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en vue, maître et disciple s'endorment à leur poste. » Troisième argument. Il faut donc laisser des opinions de toutes sortes s'exprimer pour ne pas passer à côté de la vérité, ou pour rendre davantage rationnelles des opinions que l'on tient déjà pour vraies. Seule la diversité, écrit Mill, donne une chance équitable à toutes les facettes de la vérité. La vérité est affaire de conciliation et de combinaison des extrêmes, et elle se dégage d'un débat intellectuel qu'il faut toujours rejouer pour dynamiser la recherche du vrai. La discussion doit alors toujours se faire sans sophisme, sans omettre des faits ou en dénaturant l'opinion adverse, bien que cela soit souvent difficile. Et Mill remarque qu'on accuse plus souvent l'opinion minoritaire d'user de ses effets rhétoriques plutôt que l'opinion dominante. Mill esquisse ici le fait qu'il y a un rapport de domination dans les discussions qui favorise toujours l'un des deux côtés et qui peut dissuader, écrit-il, de professer une opinion contraire. La loi ne doit donc réprimer aucun des deux côtés dans l'usage de sa liberté d'opinion et d'expression. Dans un même état d'esprit, le chapitre 3 défend l'idée que s'il faut entendre des opinions différentes, il faut aussi laisser se développer des façons de vivre différentes. Avant de développer ce point, il place une limite à la liberté d'expression qui est celle du contexte. On ne peut pas, par exemple, déclarer que les marchands de blé sont en train d'affamer les pauvres si, écrit Mill, un rassemblement de furieux est attroupé devant la porte d'un tel marchand. La parole proférée pourrait alors être interprétée comme un appel à une action nuisible envers autrui. L'expression d'une opinion ne doit donc pas impliquer qu'une action nuisible aux autres puisse être enclenchée. Hors de ces limites, toute expression de parole ou de comportement est possible. C'est ce qui fonde ce que Mill appelle l'individualité, dans une perspective explicitement inspirée du penseur allemand Wilhelm von Humboldt.
L'individualité est ce qui fait l'originalité du caractère, des goûts et de la manière de vivre de chaque personne, et qui participe au bien-être de chacun et de la société. Mill écrit que tout ce qui opprime l'individualité est un despotisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'il prétende imposer la volonté de Dieu ou les injonctions des hommes. L'individualité qui s'élève contre le conformisme amène à l'excentricité. Pour Mill, plus on trouve des individus excentriques dans une société, plus elle possède un niveau élevé de génie, de courage moral et de vigueur intellectuelle. On le voit dans la conception un peu romantique et utilitariste de Mill, la diversité tant des opinions que des manières de vivre est un bien précieux qui favorise le progrès et donc le bien-être général de l'humanité. Le chapitre 4 étudie les limites acceptables que la société, que l'État peut exercer de manière légitime sur l'individu. En ce sens, il approfondit un petit peu ce qui a été déjà avancé dans le chapitre introductif. On l'a compris, toute personne peut faire ce qu'elle veut, tant qu'elle ne nuit pas à autrui. Et Mill ajoute que chacun doit défendre la société et ses intérêts, et que ne pas le faire, c'est agir contre les autres. La société peut donc juger ceux qui nuisent à autrui. Si une personne en vient à se nuire elle-même, et peu importe les critères que l'on adopte pour juger de l'action nocive envers soi-même, la société ne doit pas intervenir, bien qu'on puisse conseiller la personne sur son comportement. Elle ne doit pas également intervenir pour empêcher d'agir des personnes consentantes entre elles. Il ne peut donc y avoir pour Mill de devoir envers soi-même. Chacun doit rester le juge suprême de ses actions. Mill, évidemment, devance un argument majeur que l'on pourrait lui opposer. Les actes de chaque individu ont des répercussions sur les autres. Dès lors, ne pourrait-on pas intervenir légalement et légitimement ? En effet, une personne qui se nuit à elle-même, qui se fait du mal, peut nuire moralement à son entourage et exercer une influence assez néfaste sur les autres. Enfin, se demande Mill, encore une fois en anticipant un peu les critiques face à sa conception, la société n'aurait-elle pas le devoir de s'occuper des gens qui ne peuvent s'occuper correctement d'eux-mêmes ? Mill le dit toujours un peu en substance dans son livre, un peu partout en filigrane. Il préfère que les individus, évidemment, s'adonnent à des occupations nobles et vertueuses et qui enrichissent l'expérience et l'intelligence. Mais tant que quelqu'un, par ses actes, ne nuit pas à ses proches, par exemple en contractant des dettes qui l'empêchent de prendre soin de sa famille, on ne peut légitimement l'empêcher d'agir, et ce en raison de ce bien supérieur qu'est la liberté humaine. La société a le devoir d'éduquer les individus à se comporter correctement et dignement, lorsqu'ils sont encore enfants et donc non encore autonomes. Si les actes d'un individu devenu adulte sont jugés défavorablement, la société ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle n'est plus légitime à interférer dans les actes d'une personne qui ne causerait de tort qu'à elle-même. Mill, pour répondre à l'argument que des personnes pourraient donner le mauvais exemple par des comportements intempérants et vicieux, dit que le fait de se rendre justement compte des effets de tels comportements, effets négatifs, puisque provoquant dégoût et réprobation, est plus efficace que de censurer ce comportement par la force de la loi. Enfin, la société n'a aucun devoir légitime d'intervention dans la vie d'une personne qui risque de se nuire qu'à elle-même. Mill s'en explique de la manière suivante. Le risque est que si l'État ou l'opinion publique interviennent, ce soit d'une bien mauvaise manière. Le jugement sera alors basé sur le simple fait qu'un individu agit autrement que la masse et que tous ces gens bien braves n'aiment guère que les autres suivent une autre route qu'eux. La majorité ne fait qu'appliquer ses propres sentiments sur ce qu'elle juge être juste et n'apprécie pas que l'on ne suive pas ses propres préceptes. Mill prend notamment l'exemple de l'intolérance entre les religions ou encore la condamnation des divertissements par le puritanisme. Le dernier chapitre, dans lequel on ne va pas vraiment rentrer, étudie un certain nombre de cas pratiques au vu des principes dictés dans le livre, par exemple dans le domaine de l'économie ou encore de l'éducation. Cet ouvrage de Mill de la liberté, à la fois à cheval entre des conceptions libérales et des conceptions utilitaristes, qui sont parfois en concordance, mais parfois aussi en contradiction, a permis un peu de poser les termes de grands débats éthiques, moraux, politiques au XIXe, au XXe et au XXIe siècle, comme par exemple sur la liberté d'expression. Et sur ce point, les interprétations sont parfois divergentes, mais en tout cas, Mill, de ce côté-là, reste un interlocuteur, un philosophe incontournable sur la question. Voilà pour ce nouvel épisode de Dédicto consacré à De la liberté de John Stuart Mill. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé d'ailleurs les 20 000 abonnés, merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez me tiper si le cœur vous en dit.
On se retrouve la prochaine fois pour un capsule. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.